En 6 mois, une ville surgit au nord du Burkina Faso, dans le Sahel, hors radar. Derrière les marteaux et les bulldozers, près de 12 000 logements se dessinent tandis que plus de 2 millions de déplacés cherchent enfin une place stable. Pourquoi ce chantier compte-t-il pour vous au-delà des images quand Ibrahim Traoré choisit de financer avec l'or du pays plutôt qu'avec des dettes venues d'ailleurs? Si l'expérience tient, elle peut transformer une crise humanitaire en levier durable et redéfinir discrètement la manière de reconstruire. Ce récit avance une promesse claire: comprendre comment un chantier urbain, né dans une zone longtemps perçue comme marginale, peut modifier en profondeur une crise humanitaire persistante. Pour le lecteur, le bénéfice est précis: saisir l'enjeu réel d'un modèle qui remplace la dépendance extérieure par une maîtrise locale assumée. L'expérience observée ne se limite pas à des bâtiments alignés sur une carte. Elle engage une redéfinition des relations entre habitants déplacés, institutions nationales et territoires repris. Dans ce cadre, chaque décision technique devient un choix politique et chaque maison construite agit comme un test de cohérence collective. L'enjeu est élevé car le risque existe: organisation locale fragile, ressources limitées, coordination difficile dans un contexte sécuritaire instable. Mais l'opportunité est tout aussi tangible. Si la reconstruction tient sans prêts étrangers, elle ouvre un précédent silencieux pour d'autres pays confrontés à des déplacements massifs, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Cette tension entre vulnérabilité et autonomie devient le fil conducteur du récit. La question n'est donc pas seulement ce qui est construit, mais ce que cette construction change durablement. Plus de 2 millions de personnes déplacées internes constituaient le point de départ, tandis que 12 000 logements tracés en 6 mois ont marqué la première rupture visible. Ce contraste chiffré, encore modeste à l'échelle de la crise, suffit pourtant à signaler un changement de trajectoire sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Avant ce basculement, le nord du Burkina Faso offrait un paysage figé par la violence et l'attente. Des villages vidés de leurs habitants, des villes déjà saturées par des arrivées successives et des camps improvisés où les bâches faisaient office de murs formaient la norme. Les organisations humanitaires décrivaient une urgence chronique, multipliant évaluations et rapports sans parvenir à enclencher une transformation structurelle. L'aide internationale, fragmentée et lente, répondait à la survie immédiate mais laissait peu de place à une reconstruction durable. Dans ce contexte, une contrainte revenait constamment: la dépendance aux dispositifs extérieurs. Les financements conditionnés, les calendriers éclatés et la faible appropriation locale limitaient toute montée en échelle. La crise des déplacés s'installait alors comme un état permanent plutôt qu'un problème à résoudre. C'est précisément cette impasse qui a servi de toile de fond à la décision politique suivante. Le choix opéré fut simple dans sa formulation, mais radical dans ses implications: considérer les zones reprises aux groupes armés non comme des espaces à sécuriser passivement, mais comme des territoires à reconstruire activement. Cette inversion transforme une carte militaire en carte civique. Sous la ligne fixée par Ibrahim Traoré, la reconstruction devient un chantier national, pensé sans prêts étrangers et ancré dans les ressources locales. Ainsi, le mini-révélateur ne réside pas seulement dans les chiffres initiaux, mais dans leur signification. Une crise humanitaire cesse d'être traitée comme une fatalité administrative et commence à être abordée comme un levier de transformation collective. Pour comprendre la portée réelle du chantier, il faut quitter un instant les chiffres et regarder ceux qui le font exister au quotidien. Bien avant les discours officiels, ce sont des trajectoires individuelles qui donnent corps à la transformation en cours. Sur une ligne de fondation encore humide,
Un ancien agriculteur déplacé apprend à manier la truelle. Ses gestes sont d'abord incertains, puis se stabilisent lorsque les ingénieurs du génie lui expliquent comment aligner une brique pour qu'elle dure. Dans ce mouvement simple se joue déjà un basculement. Un homme privé de sa terre retrouve une fonction, puis une utilité, puis une place. Un peu plus loin, une femme ayant perdu son mari dans les violences transporte des briques moulées sur place. Elle n'avait jamais travaillé sur un chantier, mais sait désormais reconnaître la bonne densité d'un mélange ou la solidité d'un séchage. L'apprentissage n'est pas seulement technique. Il modifie la manière dont elle se perçoit, non plus comme une personne à assister, mais comme une actrice d'un espace commun en construction. À proximité, un adolescent orphelin conduit un petit bulldozer sous supervision. Le bruit de la machine symbolise pour lui autre chose qu'un outil, la possibilité d'un avenir qui ne soit plus dicté par l'errance. À travers ces figures, le chantier apparaît moins comme un site de construction que comme un lieu de réapprentissage social. Et voici l'idée essentielle à retenir. Reconstruire des rôles stabilise autant que bâtir des murs. L'enchaînement commence par une décision qui paraît presque administrative, mais qui produit un avant et un après net. Au début de la saison des pluies, les unités du génie reçoivent l'ordre de se mobiliser, non pour sécuriser un périmètre, mais pour préparer un chantier. Cette instruction modifie immédiatement la nature de la présence étatique dans le Nord. Aux patrouilles armées se substitue une logique de reconstruction active. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la priorité bascule de la gestion du risque vers la création d'un espace habitable. Les premiers bulldozers avancent sur des zones autrefois contrôlées par des groupes armés. Ils sont escortés par des soldats munis de plans, de niveaux et de calendriers, plutôt que d'armes en alerte permanente. Ce renversement pratique marque la phase d'activation. Il transforme un territoire perçu comme instable en support d'ingénierie. Dans les jours qui suivent, les fondations d'un quartier pilote sont tracées selon une organisation méthodique. Le génie creuse des canaux d'écoulement pour prévenir les inondations. Et pendant que des équipes civiles préparent les premiers modules scolaires à partir de matériaux recyclés. La montée en puissance s'opère par synchronisation. Les convois quotidiens acheminent ciment, métal local, panneaux solaires et outils, créant un flux régulier malgré la saison humide. Chaque acteur connaît sa tâche et son créneau. Les civils moulent les briques sur place, les ingénieurs ajustent les structures, les unités du génie coordonnent l'ensemble. Cette cadence constante donne l'impression d'une ville qui se lève sans à-coups, portée par une continuité rare dans un contexte souvent fragmenté. Un second seuil est franchi lorsque le chantier devient visible. Les premières images aériennes circulent localement. Alignement de toits, réseaux électriques en maillage, tracé régulier des rues. Ces séquences y sont relayées par la diaspora, traduites et sous-titrées, ce qui élargit leur portée. L'effet psychologique est immédiat. Le projet cesse d'être une promesse abstraite et devient une réalité mesurable. Des familles osent déplacer commencent à se porter volontaires, demandant une place dans la future cité. Le point culminant survient avec l'ouverture de la première école. Le bâtiment est simple, mais sa charge symbolique est forte. Des enfants quittent les abris temporaires pour entrer dans une salle de classe construite par leurs propres parents. Cette scène agit comme un déclencheur collectif. À partir de là, le chantier prend une dimension systémique. Les ministères coordonnent leurs ressources, les compagnies minières publiques fournissent le métal, les ingénieurs conçoivent les installations solaires et les agronomes du Seyman organisent les ceintures agricoles périphériques. Au centre de cette séquence, Ibrahim Traoré,
agit comme catalyseur plutôt que comme gestionnaire. Il ne tranche pas les détails techniques, mais maintient une règle constante. Pas de prêts étrangers, pas de consultants internationaux, pas de sous-traitance externe. Cette ligne, répétée à chaque réunion, empêche la dilution des objectifs initiaux. Ainsi, l'enchaînement forme une montée claire. Activation militaire, structuration civile, visibilité publique, puis appropriation communautaire progressive d'un modèle qui se construit en avançant. Commençons par un repère chiffré simple qui ancre la suite. Près de 2 millions de personnes déplacées internes vivaient sans accès stable à un logement durable, à l'eau potable ou à des services essentiels. Ce chiffre est régulièrement cité dans les rapports humanitaires, définit le niveau de référence sociale du Burkina Faso avant la bascule engagée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Face à ce volume massif, chaque action devait produire des effets visibles rapidement. 6 mois après le lancement officiel du chantier, un premier indicateur marque le premier écart mesurable. Environ 12 000 logements ont été construits ou tracés avec accès à l'électricité, à l'eau et à des équipements de base. Pris isolément, ce nombre peut sembler insuffisant au regard de l'ampleur de la crise. Observé sous l'angle du rythme et des moyens engagés, il devient un signal fort. Construire autant d'unités sans recourir à des prêts internationaux montre que la capacité locale peut dépasser les prévisions extérieures. Un troisième repère chiffré éclaire la dimension économique du projet. Plus de 4 000 emplois ont été créés autour du chantier, dont environ la moitié occupés par d'anciens déplacés. Cet indicateur ne mesure pas seulement un volume de travail, il révèle un changement de statut. Le bénéficiaire d'aide devient contributeur, la victime devient producteur et l'assisté se transforme en technicien. Ce glissement social est central, car il convertit une dépense humanitaire potentielle en moteur de stabilité économique. Ces trois chiffres forment un triptyque cohérent. Les 2 millions de déplacés rappellent l'ampleur du défi initial. Les 12 000 logements matérialisent la première réponse structurelle. Les milliers d'emplois créés traduisent la capacité du modèle à générer une dynamique endogène. Ensemble, ils indiquent que la reconstruction ne se limite pas à une addition d'infrastructures, mais qu'elle reconfigure les relations entre habitat, travail et dignité. À partir de là, les effets induits deviennent lisibles, même lorsqu'ils ne sont pas immédiatement quantifiés. Les logements agissent comme des cellules sociales où la vie quotidienne se réorganise. Les emplois stabilisent les revenus locaux et favorisent la circulation interne de la valeur. Les infrastructures associées, écoles, cliniques, points d'eau, réseaux solaires, renforcent la cohérence de l'ensemble. Chaque élément construit augmente la maîtrise collective du système et réduit la dépendance envers des acteurs extérieurs. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la logique quantitative se double ainsi d'une logique qualitative. Les chiffres montrent le mouvement, mais c'est leur articulation qui en révèle la portée. Le delta le plus significatif ne se lie pas uniquement dans les volumes construits, mais dans l'évolution des comportements. Baisse de l'exode interne, participation accrue au conseil de quartier, confiance progressive envers les institutions visibles sur le terrain. Ces indicateurs confirment une idée centrale. L'autonomie n'est pas une posture abstraite, mais un mécanisme mesurable. Tant que cet écart continue de s'accentuer dans ce sens, la ville de la Renaissance fonctionne comme un prototype opérationnel, capable de transformer des indicateurs de survie en indicateurs d'avenir. Deux critiques majeures émergent lorsque le projet est observé depuis l'extérieur, notamment dans certains cercles diplomatiques et analytiques. La première porte sur le risque d'isolement politique. Selon cette lecture, mener une reconstruction d'ampleur sans supervision internationale
pourrait affaiblir la crédibilité institutionnelle du pays, réduire la transparence et limiter la capacité à absorber des chocs futurs. L'autonomie financière, dans ce cadre, serait perçue comme une vulnérabilité potentielle si les ressources nationales venaient à fluctuer. La seconde critique cible la place du génie militaire dans le chantier. Pour ses détracteurs, une ville construite sous coordination militaire pourrait masquer une centralisation excessive du pouvoir. Le risque évoqué est celui d'un modèle vertical où la participation communautaire servirait davantage de récit légitimant que de mécanisme réel de décision. Dans cette perspective, la reconstruction serait moins un processus collectif qu'un outil de contrôle territorial renforcé. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils s'appuient sur des précédents régionaux où des projets ambitieux ont échoué faute de contre-pouvoir ou de mécanismes participatifs durables. Toutefois, les éléments observables sur le terrain invitent à nuancer ces scénarios. D'abord, la gouvernance locale repose sur des conseils de quartier composés d'habitants réinstallés, incluant femmes, jeunes et anciens déplacés. Ces instances débattent publiquement des priorités immédiates telles que l'emplacement d'une école ou l'organisation de l'accès à l'eau sans transmission hiérarchique automatique. Ensuite, la question de la transparence financière ne dépend pas ici d'acteurs extérieurs, mais d'institutions nationales existantes. Les flux issus des ressources minières publiques sont audités par des organes de contrôle internes, ce qui limite les intermédiaires et rend les circuits plus lisibles. Ce cadre réduit certains angles morts fréquemment associés aux grandes opérations humanitaires multilatérales. Enfin, l'implication quotidienne des habitants dans la maintenance des infrastructures constitue un indicateur clé. Un espace strictement contrôlé par l'État génère rarement un tel niveau de participation continue. Cette appropriation concrète agit comme un contrepoids fonctionnel au risque de centralisation évoqué. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la cohérence du modèle repose moins sur une autorité verticale que sur une interdépendance pratique entre institutions et citoyens. Ainsi, si les critiques soulignent des risques réels, les réponses observées montrent un système plus hybride et plus ouvert qu'il n'y paraît à première vue. Cette formule, reprise publiquement par Ibrahim Traoré au cœur du chantier, marque un basculement conceptuel décisif. Elle transforme la construction d'infrastructures en stratégie de stabilisation, où chaque toit posé réduit la vulnérabilité collective plus sûrement qu'un dispositif sécuritaire classique. À partir de ce point, le projet cesse d'être perçu comme une réponse temporaire à l'urgence humanitaire. Il devient un prototype actif de cohésion civile, capable d'absorber des populations déplacées tout en recréant un tissu social continu. Ce changement d'échelle se lit dans les pratiques quotidiennes. Les quartiers ne sont plus envisagés comme de simples blocs de logement, mais comme des unités vivantes. Des familles plantent des arbres autour des nouvelles maisons, des bénévoles entretiennent les les puits, et des jeunes organisent comme la distribution de l'électricité solaire. Les ingénieurs parlent de d'armée, respiration urbaine pour décrire cette dynamique où des zones autrefois instables retrouvent des activités ordinaires, structurées. À mi-parcours, on ne voit donc pas un chiffre ou une annonce spectaculaire. Il révèle une mutation de logique. Le chantier n'est plus seulement piloté par l'État, il est progressivement porté par une appropriation communautaire visible. Cette implication transforme l'infrastructure en langage commun. Elle permet aux habitants de se reconnaître comme acteurs d'un espace partagé plutôt que comme bénéficiaires dispersés d'une aide extérieure. À partir de là, la question centrale change. Il ne s'agit plus seulement de savoir combien de maisons seront construites, mais
ce que cette manière de construire rend durablement possible. Pour l'État, la première conséquence est une recomposition de la légitimité opérationnelle. Longtemps perçues comme distantes, les institutions publiques redeviennent visibles à travers des actions tangibles. Logements livrés, écoles ouvertes, réseaux d'eau fonctionnels. Les administrations, les ingénieurs civils et les unités du génie travaillent désormais dans un même cadre sans dépendre d'intervenants extérieurs. Cette proximité modifie la relation entre décision et exécution. La confiance ne se reconstruit pas par des annonces, mais par des contacts répétés avec des agents présents sur le terrain. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État cesse d'être un acteur abstrait et redevient un fournisseur direct de sécurité quotidienne au sens large. Pour les entreprises station-maquis nationales, le chantier agit comme un accélérateur économique interne. Les ateliers de briques, les petites fonderies et les unités solaires fonctionnent à plein régime, créant des partenariats horizontaux entre artisans, techniciens et ingénieurs. Le choix de limiter les importations favorise la circulation de la valeur à l'intérieur du pays. Les PME consolident leurs capacités en répondant à une demande régulière et prévisible. Cette dynamique encourage l'innovation pratique, qu'il s'agisse du recyclage du métal, de l'optimisation des mélanges ou de la standardisation des modules. Les entreprises locales y gagnent une stabilité relative et une réduction de leur exposition aux fluctuations extérieures. Pour les citoyens réinstallés, l'impact est plus intime et plus profond. Disposer d'une maison, d'une école, d'une source d'eau et d'une activité professionnelle transforme le quotidien. Les familles passent d'une logique de survie à une logique de projection. Les jeunes acquièrent des compétences en participant au chantier. Les femmes occupent une place croissante dans les conseils de quartier et les anciens deviennent des référents pour les nouveaux arrivants. Ce tissu relationnel ne résulte pas d'un programme social formel. Il se reconstruit par l'interaction continue générée par l'espace bâti. L'idée que chacun est utile renforce une cohésion qui atténue les traumatismes accumulés. À l'échelle régionale, enfin, les effets dépassent par les frontières nationales. Des délégations venues du Mali, du Niger ou de la Guinée observent le fonctionnement du modèle, attirées par la possibilité de réduire leur dépendance au financement extérieur. Cette curiosité crée une émulation politique discrète. La souveraineté n'y est plus conçue comme un isolement, mais comme un processus partagé fondé sur des capacités locales renforcées. Les chancelleries étrangères restent prudentes, mais reconnaissent la portée symbolique d'un précédent construit sans prêts internationaux. Ces quatre niveaux s'articulent entre eux. L'État gagne en crédibilité, les entreprises en continuité, les citoyens en stabilité et la région en perspectives alternatives. Ensemble, ils dessinent une conséquence centrale. La reconstruction cesse d'être un coût à supporter et devient une dynamique structurante. Dans cette configuration, le projet porté par Ibrahim Traoré fonctionne moins comme une exception que comme un signal. Il montre qu'une crise humanitaire peut produire des effets politiques, économiques et sociaux convergent lorsqu'elle est abordée comme un levier collectif plutôt que comme une urgence isolée. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se maintient sans accélération ni rupture majeure. Les équipes civiles et les unités du génie conservent leur cadence, transformant les 12 000 logements déjà livrés en socle opérationnel. La construction progresse de manière régulière, permettant d'absorber progressivement de nouvelles familles aux déplacés. Les infrastructures essentielles, écoles, cliniques, réseaux d'eau et énergie solaire, s'articulent mieux entre elles, ce qui réduit les frictions quotidiennes.
Si la transparence budgétaire reste constante, les audits périodiques renforcent la confiance locale et limitent les tensions internes. Dans ce cadre, le modèle s'installe comme une réponse crédible, sans pour autant changer d'échelle. Dans un scénario plus favorable, plusieurs facteurs convergent. La stabilité institutionnelle s'améliore, les capacités locales gagnent en efficacité et l'appropriation communautaire s'approfondit. Des provinces voisines adaptent certaines composantes du modèle, créant des variantes territoriales. Les PME locales investissent davantage, encouragées par une demande soutenue et prévisible. Les coopératives se structurent autour de la production de matériaux, de l'énergie et des services. Cette extension progressive génère un effet d'entraînement régional. Les échanges interprovinciaux augmentent et des pays voisins intensifient leurs visites techniques. Si cette dynamique se confirme, le chantier initial devient une référence partagée pour un urbanisme fondé sur la maîtrise locale plutôt que sur la dépendance financière. Un scénario dégradé reste toutefois plausible. Des contraintes extérieures peuvent ralentir l'ensemble. Variation des revenus miniers, pression diplomatique ou campagnes médiatiques hostiles. À l'intérieur, une fatigue organisationnelle ou une baisse de participation citoyenne pourrait fragiliser la coordination. Dans ce cas, le rythme de construction diminue et certaines infrastructures tardent à être achevées. Néanmoins, les éléments déjà en place jouent un rôle d'amortisseur. Les maisons construites, les écoles ouvertes et les points d'eau fonctionnels stabilisent une partie des populations, limitant les effets de choc. Même ralentie, la dynamique ne revient pas à son point de départ. Dans les trois scénarios, un principe commun se dégage. La viabilité du modèle dépend moins de la vitesse des bulldozers que de la continuité des mécanismes participatifs. Si les habitants continuent de décider, d'entretenir et de s'approprier l'espace bâti, alors la reconstruction conserve sa cohérence. Si cette implication faiblit, la solidité matérielle seule ne suffit plus. La question clé devient donc conditionnelle. Si la participation reste vivante, alors la durabilité devient possible. Observer la ville de la Renaissance modifie la manière dont un pays souvent réduit à des titres anxiogènes est perçu de l'extérieur. Les mots-clés qui circulent dans l'actualité internationale généralement des crises, des instabilités ou des urgences sécuritaires. Ici, ils renvoient à autre chose, des transformations visibles dans la vie ordinaire, inscrites dans des gestes simples et répétés. Cette translation du récit, du macro vers le micro, crée un point de contact direct avec ceux qui suivent ces événements à distance. Pour un lecteur extérieur, l'enjeu est d'abord cognitif. Il s'agit de dépasser une vision figée du Burkina Faso, longtemps associée à l'assistance ou à la fragilité institutionnelle. Le chantier montre qu'un État peut agir sans attendre une validation extérieure permanente et que des populations déplacées peuvent devenir des acteurs structurants plutôt que des variables humanitaires. Cette relecture ne nie pas les difficultés, mais elle complexifie le regard porté sur elles. L'enjeu devient ensuite plus personnel. Les familles qui plantent des arbres autour des nouvelles maisons, les jeunes qui entretiennent les réseaux solaires ou les commerçants qui rouvrent des marchés provisoires donnent chair à des dynamiques que les chiffres seuls ne peuvent expliquer. Ces scènes ordinaires résonnent au-delà du contexte sahélien. Elles rappellent que la reconstruction ne commence pas toujours par de grands plans, mais par la réorganisation progressive des relations quotidiennes. À ce stade, le récit fonctionne comme un miroir partiel. Il invite chacun à réfléchir à ses propres cadres de référence. Comment une communauté se redresse-t-elle après une rupture prolongée? Quels mécanismes permettent
de recréer de la confiance lorsque les institutions ont longtemps paru lointaines? Et surtout, quelle place occupe la participation concrète des habitants dans la durabilité d'un projet collectif? Sans proposer de modèle à transposer mécaniquement, l'expérience observée ouvre une piste de réflexion plus large. Elle suggère que même dans des contextes contraints, la maîtrise locale et l'entraide structurée peuvent produire des effets tangibles. Pour le lecteur, cette prise de distance transforme l'observation en questionnement actif et l'analyse en possibilité de résonance personnelle. Pour que la dynamique engagée ne reste pas un moment exceptionnel, une feuille de route opérationnelle s'impose autour d'objectifs mesurables et partagés. La première étape consiste à transformer les 12 000 logements initiaux en référentiels stables. Des audits techniques et sociaux réguliers doivent être publiés afin de maintenir la transparence qui constitue l'un des piliers du modèle impulsé par Ibrahim Traoré. Documenter les réussites comme les limites évite l'idéalisation et renforce la crédibilité du dispositif. La deuxième étape vise l'extension contrôlée. Deux nouvelles zones de construction sont identifiées dans le nord et l'est avec la création de brigades locales du génie civil. Ces équipes, composées de techniciens formés sur les premiers chantiers, disposent de plans trimestriels précisant délais, qualité des structures et niveau de participation communautaire. L'objectif n'est pas la centralisation, mais la réplication maîtrisée de capacités locales. La troisième étape concerne l'approvisionnement. L'intégration des ateliers de briques, des unités solaires et des fonderies dans des partenariats publics mixtes garantit la disponibilité des matériaux. Chaque région développe sa propre chaîne logistique afin de réduire les coûts et de stimuler l'emploi local. Trois indicateurs guident l'évaluation: autonomie matérielle, respect des délais et durabilité des modules produits. La quatrième étape renforce la gouvernance de proximité. Les conseils de quartier deviennent des relais institutionnels permanents. Leur mandat inclut la formation, la médiation et la gestion des ressources communes. Les décisions restent publiques, discutées en assemblée et évaluées selon leur impact direct sur la cohésion sociale. Enfin, 6 indicateurs transversaux structurent le suivi: logement, éducation, santé, emploi, sécurité et cohésion sociale. La progression ne se mesure pas uniquement en volume construit, mais en effet sur la dignité collective, principe central de l'approche défendue par Ibrahim Traoré. Lorsque l'on revient aux personnages rencontrés au début du chantier, la transformation prend une épaisseur particulière. L'ancien agriculteur, autrefois privé de sa terre, n'est plus seulement un manœuvre occasionnel. Il connaît désormais les fondations qu'il a posées, les murs qu'il entretient et le quartier qu'il aide à structurer. La femme qui transportait les briques parle aujourd'hui de son atelier comme d'un lieu commun où l'on échange des savoirs autant que des matériaux. L'adolescent, au bulldozer, enfin, évoque un futur ancré dans un métier appris sur place et non dans l'errance. Ces trajectoires individuelles racontent davantage que n'importe quel discours stratégique. Elle montre comment un espace bâti peut reconfigurer des identités fragilisées et redonner une continuité là où régnait la rupture. La ville qui s'élève ne se contente pas d'abriter, elle fabrique des rôles, des repères et une mémoire collective en devenir. Chaque mur posé inscrit une trace durable dans un quotidien longtemps suspendu. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef omniprésent, mais comme le catalyseur d'un déplacement plus profond. En fixant une ligne politique simple et constante, il a permis à d'autres acteurs d'occuper le devant de la scène. Le cœur du récit n'est pas un homme, mais un mouvement collectif rendu possible par un choix initial. Au crépuscule, lorsque les toits rouges se teintent de lumière, les voix qui montent des ruelles racontent la même certitude. Une ville peut redonner un peuple à lui-même.
La ville de la Renaissance n'est plus seulement un chantier observé de loin. Elle devient un miroir tendu à celles et ceux qui regardent le Sahel à travers des prismes souvent réducteurs. Ce qui s'y joue dépasse l'admiration ou la critique immédiate. Il s'agit de comprendre comment une communauté, confrontée à des contraintes extrêmes, a réorganisé ses capacités pour rendre l'avenir à nouveau pensable. Cette compréhension n'impose pas un jugement, elle ouvre un espace de réflexion. Suivre cette expérience, c'est accepter de déplacer son regard. Les gestes simples, entretenir un puits, planter un arbre, rouvrir une classe, apparaissent alors comme des actes politiques au sens noble. Ils montrent que la reconstruction ne procède pas uniquement de grandes décisions, mais d'une accumulation de choix partagés et maintenus dans le temps. Transmettre ce récit, c'est aussi transmettre cette nuance. Chacun peut participer à sa manière, en partageant l'histoire, en suivant ses évolutions ou en discutant des principes qu'elle met en lumière. Maîtrise locale, participation, continuité. Le véritable enjeu n'est pas l'adhésion, mais la circulation des idées. Ce que l'on comprend, ce que l'on raconte, ce que l'on met en débat élargit le champ du possible. Alors, une question demeure, volontairement ouverte: quels futurs deviennent envisageables lorsque l'on cesse de penser que l'impossible nous dépasse?